Ben Ali a vacillé au mois de décembre 2010. J'ai eu le sentiment, comme beaucoup de Tunisiens, de prendre l'avion et de rentrer voir le pays pour être témoin de ce qui s'est passé. Mais pour être dans les normes, j'ai signé une feuille de congé. Comme ça, la chaîne n'est pas responsable de ce qui peut se passer à ma petite personne. J'étais là comme témoin. Donc, ce que je voudrais vous raconter, c'est que quand je suis arrivé le 8 janvier, le soir, nous sommes à 300 km de Tunis, dans les profondeurs du pays. Donc, pas une région touristique, c'est parmi ces régions qu'on dit déshéritées ou oubliées. Mais la vérité, c'est que c'est une région où c'est sous le règne de Ben Ali que l'électricité a été amenée, que Internet a été introduite, que les GSM, que l'eau potable, parce que intellectuellement, il est très difficile en Tunisie de dire, mais vous savez, sous le règne de Ben Ali, il y avait aussi un État. Et donc, ce qui s'est passé à Foussana, par exemple, comme infrastructure, c'est l'État tunisien qui l'a fait. Ce n'est pas Ben Ali. Mais quand même, l'État tunisien l'a fait, et il faut le dire. J'étais étonné, nous sommes arrivés le soir, et j'ai trouvé, comme toutes les familles tunisiennes, nombreuses, donc mes sœurs, mes frères, mes neveux sont tous venus. Il y avait des événements à 30 et 40 km à Kasserine et à Tala, et j'étais étonné que sur les 14 personnes, il y avait 13 GSM. Il n'y avait que ma mère qui n'avait pas de GSM, mais tous les autres communiquaient avec Tala et avec Kasserine et rapportaient presque live ce qui est arrivé. Et ce soir-là, il y avait un massacre dans les deux villes. Et on a eu même sur le GSM des images de ce qui s'est passé. Et une heure après, j'ai vu ça sur Al Jazeera, cette même image. Et la même image, je l'ai vue sur l'Arabie dans un journal juste après. Honnêtement, j'avais à ce moment-là le sentiment que j'étais presque dans une salle de rédaction. Ce ne sont pas des intellectuels, ce sont des citoyens ordinaires. Et je me suis dit, waouh, regarde le changement que je n'ai pas vu moi-même dans ma propre famille. Alors que dire, le régime n'a pas vu le changement qui s'est opéré dans le pays, où nos citoyens est plus informé que les chaînes de télévision. Et donc, je vais parler pendant ces minutes sur des observations du terrain, particulièrement en Tunisie, parce que je ne me permets pas de vous parler de la Libye, où il y a effectivement beaucoup à dire, où comment les médias arabes couvrent la crise syrienne. La crise n'est pas terminée, nous n'avons pas de prise là-dessus. Il y a des conférences qui ont été organisées à Dubaï par l'Arabia, par Al Jazeera, sur les médias arabes et les conflits. Et je pense qu'il est utile aussi pour nos collègues européens ou pour les professeurs de journalisme de savoir comment la presse arabe a couvert les conflits, où effectivement beaucoup d'erreurs ont été commises, par exemple en Libye, souvent sur des chaînes de télévision très de renommée. C'était plutôt des communiqués politiques que des reportages de terrain pour savoir ce qui s'est passé. Mais nous nous sommes retrouvés, après la Révolution ou le départ de Ben Ali, face à un nouveau citoyen tunisien qui est au courant, qui est informé, mais qui nécessairement ne comprend pas beaucoup ce qui se passe, où le paysage est très confus et l'image est confuse. Et donc, effectivement, c'est le rôle du journaliste de rendre le paysage un peu plus clair ou un peu plus compréhensible pour le citoyen. Mais nous avons aujourd'hui à vivre et à utiliser les nouveaux médias et les médias sociaux qui effectivement sont, dans le cadre de la Tunisie et de l'expérience tunisienne, une source d'information formidable, parfois même pour les forces de sécurité, certainement pour les journalistes, certainement pour les politiciens. Nous avions en Tunisie, au mois de septembre, des manifestants qui ont dit qu'ils étaient des miliciens du mouvement islamiste Nahda à Tataouine, un peu dans le sud-ouest du pays, le sud-est du pays, qui ont lynché un activiste politique d'un mouvement opposé,
ce monsieur est décédé, c'est grâce aux vidéos qui ont été postées sur Facebook que les services de sécurité ont pu localiser ou déterminer ou identifier les présumés ou les personnes suspectes, et que les politiciens également. Mais, encore une fois, si vous voulez, ça a été utilisé à des fins de propagande par certains, à des fins professionnelles d'autres, par exemple pour les journalistes. Mais il y a, dans tout ça, nous sommes suffisamment loin de la vérité dans ce qui se passe sur le terrain et ce que les médias sociaux, et donc le rôle du journaliste, surtout dans cette période en Tunisie, qui doit être aussi parfois comme un éducateur. Il doit participer dans les élections, je veux dire, pardon, dans le processus d'explication. En termes de liberté, effectivement, nous avons aujourd'hui en Tunisie une liberté quasi absolue, sans aucune restriction, sauf, je ne dis pas du self-censorship, mais il y a effectivement des normes que chacun de nous s'impose, mais qui posent beaucoup de problèmes aux médias. L'autre a parlé du film de Persepolis. On peut penser ce qu'on peut penser, mais quand on voit le film, effectivement, même la demoiselle ou la petite fille qui parle à Dieu, c'était pas choquant, et elle lui parlait en termes très gentils, et la demoiselle, la petite fille, je ne vois pas en quoi cela choquerait les Tunisiens si un enfant s'adresse à Dieu et lui dit « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Chacun de nous, il lui arrive dans la vie de dire ça, sans se représenter effectivement comme un dessein, mais comme bien dans notre vie, on dit « Mais pourquoi le bon Dieu, ça nous arrive ça ?» Le film a juste représenté ça, et personnellement, je n'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé à la limite ça beau, et pourrait être présenté. Dans le cas de la télévision qui a diffusé ça, peut-être les circonstances politiques n'étaient pas les plus appropriées pour projeter à ce moment-là dans le début de la campagne électorale, mais c'est discutable. Mais disons que c'est le droit de la télévision de le mettre. Ce film a été déjà précédemment présenté dans une salle de cinéma tunisienne. Et donc il n'y avait pas de raison. Effectivement, les extrémistes ont trouvé le moyen, eux, de réagir directement et d'aller agresser la télévision ou les journalistes, et surtout le propriétaire et sa chaîne. Je voudrais dire que, effectivement, dans beaucoup de ce que Lotfi nous a expliqué, est vrai, existe tous les jours. Et ce sont des difficultés et des problèmes qui sont posés à notre transition. Mais je vais vous raconter l'histoire de manipulation. Par exemple, le mouvement islamiste, soutenu ou en complicité avec les extrémistes, les djihadistes, de manière planifiée ou pas, mais toujours est-il que si on voit le film des événements en Tunisie, nous sommes passés de l'agression des artistes, de la criminalisation des artistes qui ont fait des expositions. On a même amené des images de Facebook ou d'Internet qui pouvaient être touchés le sacré, et on a dit que ce sont des artistes tunisiens, et ces artistes ont été attaqués par des hordes de Tunisiens qui défendaient soi-disant le sacré, alors que cette image touchant le sacré, c'est une image qui est importée d'Internet, une image du Sénégal même. Alors on a le film, c'est les agressions contre les artistes, les femmes, les étudiants. On a essayé d'imposer le niqab à la faculté des lettres. Et puis, c'est les médias qu'on a diabolisés. Et puis, c'est la centrale syndicale qu'on a diabolisée. Puis, ce sont des forces politiques qu'on a diabolisées. Et puis, on sont passés à l'action, on a interdit les meetings politiques. Et après les meetings politiques, forcément, quand on voit le film et l'évolution de la tendance de la violence dans le pays, on ne doit pas être étonné que M. Chokri Belhaïd a été assassiné. Et je suis certain que la question aujourd'hui, c'est quand est-ce que les islamistes extrémistes vont utiliser des explosifs
En Tunisie. Et où? Ce n'est pas, est-ce qu'ils vont passer à l'action, ils vont assassiner? Ça, ils l'ont fait. Mais en Tunisie, toutes ces armes qui nous venaient de Libye doivent en partie certainement aller ailleurs ou peut-être exportées par des djihadistes vers l'Algérie, mais une partie est certainement sera utilisée en Tunisie. C'est l'un des imams salafistes djihadistes qui me l'a dit personnellement. Ce sont des armes que nous avons apportées pour nous défendre. Et quand je lui dis, mais contre qui vous allez vous défendre? Il dit, contre la gauche. Hein? Et est-ce que j'ai dit la gauche? C'est qui la gauche? La gauche est armée? Il a dit oui, la gauche est armée. Évidemment, tout le monde sait que ni Hamma Hammami, ni Shukri Bel'id ne sont... Pour diaboliser les médias, effectivement, nous avions un problème sérieux dans le corps de presse tunisienne. Moi, je suis basé à l'étranger, mais je regarde ça tous les jours. Effectivement, nous avons un problème avec tous ceux qui ont servi le régime et qui n'ont pas eu la gentillesse d'avoir le profil approprié dans la Révolution. Personne n'est là pour... personne n'a plaidé pour le nettoyage ou je ne sais pas quoi, mais tout de même, on aurait souhaité qu'ils aient un profil dans cette transition qui permet à la presse tunisienne d'avancer. Mais comment le mouvement islamiste agit pour diaboliser les médias publics? En organisant des sit-ins, par exemple, qui a duré 54 jours devant la télévision nationale. J'ai personnellement, l'autre fait certainement, des images et j'ai filmé ces hordes insulter les femmes et les hommes par leur nom, avec le microphone, devant la télévision nationale pendant 54 jours, et aux yeux de la police et de l'armée, parce qu'il s'agit de la liberté de la presse et de la liberté de démonstration et de la liberté de manifestation. Donc on permet à des Tunisiens de prendre des microphones pour insulter des femmes et des hommes à qui on prête qu'ils ont soutenu Ben Ali, qu'ils ne sont pas... on a touché à leur moralité, etc., etc. Et donc, effectivement, ceci a duré, par exemple, 54 jours, et j'ai personnellement des informations sur 100% que ces dizaines de personnes ont été financées par deux quincailleries, deux hommes d'affaires qui appartiennent au mouvement politique Nahda, le mouvement islamiste, et qui ont financé ça à raison de 50 dinars par jour. Donc ça fait 25 € pour des dizaines qui font un sit-in, ça fait quand même un bon paquet d'argent, y compris le soir, il y avait même la bière. Donc pas des islamistes ou des miliciens, mais disons que c'était une fête, et c'est systématique. Quand il a fallu attaquer la centrale syndicale, les miliciens, à l'échelle de la République,